Mince, mes lunettes sans but. Ça aurait pu être une bonne introduction. Konnichiwa les amis, nous sommes dans un pays où l'on peut toujours revenir et découvrir quelque chose de nouveau. C'est fou, c'est insensé, c'est hors du commun. Dans ce gros épisode, nous allons nous promener dans le Tokyo moderne, observer les hipsters locaux et profiter de l'odeur des sakuras en fleurs, et voir des choses étranges et typiquement japonaises. Nous allons voir le mont Fuji sans nuages, de merveilleuses routes musicales et l'effrayante forêt des suicides. Bien sûr, nous ferons un petit tour à Kyoto pour découvrir les temples locaux et le Japon traditionnel. En fait, il y aura beaucoup de choses. Comme le dit l'adage, soyons prêts. C'est la troisième fois que je viens à Tokyo. Pourtant, dans cette ville, on a toujours l'impression que c'est la première fois. Tokyo est actuellement la plus grande agglomération urbaine du monde. Pour se rendre dans une autre commune, il suffit de traverser la rue. Plus de 35 millions de personnes vivent dans cette immense fourmilière. La population est donc très nombreuse. Mais au-delà des rues bondées, il y a un autre aspect du Japon que nous devons prendre en compte. Au Japon, la plupart des rues n'ont pas de nom. Tous les numéros de maisons sont attribués de manière chaotique, généralement en fonction de la date de construction. Vous pouvez donc naviguer dans la ville, mais uniquement à l'aide d'une carte en ligne. Dans ces conditions, circuler en voiture dans cette ville est un véritable défi. C'est pourquoi nous utilisons le moyen le plus rapide et le plus fiable, les transports publics. Pour avoir une image du vrai Tokyo, la première chose à faire est de descendre dans le métro. Cette voie est difficile, mais croyez-moi, elle en vaut la peine. Cliquez sur la carte, prenez une profonde respiration, et c'est parti. Le métro de Tokyo est l'un des plus fréquentés du monde. Il transporte plus de 3,5 milliards de passagers par an. Il se classe également au deuxième rang pour le nombre de passagers, juste devancé par le métro de Pékin. Vous êtes assuré d'être choqué dès le départ, mais les choses deviennent de plus en plus intéressantes à partir de là. En regardant de plus près, vous comprenez qu'il n'y a pas de chaos du tout. Le mouvement est bien organisé. Tout le monde s'aligne soigneusement. Il y a un marquage au sol pour ça, et attend patiemment le train. On dirait presque un groupe scolaire. Dans chaque gare, il y a un travailleur métropolitain portant des gants blancs appelé Oshiya, ou pousseur de passagers. Ils ont pour mission de contrôler le départ du train et d'aider les passagers à monter dans une voiture de métro, en tenant les portes et en poussant les gens à l'intérieur si nécessaire. Montons dans un wagon de métro. Ici, vous devez activer le mode silencieux, car il est inapproprié de converser. De nombreuses personnes profitent du silence. Dans le métro de Tokyo, certains peuvent dormir, car les trains fonctionnent vraiment comme une horloge ici. Ici, les gens règlent une alarme et peuvent être absolument sûrs que, disons, à 11h24 précise, leur train s'arrêtera à leur gare. Et quelques faits supplémentaires sur le métro local. Outre le passage régulier de l'aspirateur, presque toutes les stations disposent de toilettes. Gratuites, bien sûr. Et pour que vous compreniez qui prend le métro de Tokyo, il y a un type à côté de moi. Et il porte une Rolex d'environ 5000 $ minimum. Enfin, je suppose. Un épisode ne serait pas suffisant pour couvrir toutes les caractéristiques des transports locaux. Mais croyez-moi, les transports publics japonais sont vraiment la valeur étalon, à tout point de vue. Maintenant, je vais essayer de vous raconter brièvement les émotions que j'ai ressenties dans les premières heures de mon premier voyage à Tokyo. Vous avez l'impression d'entrer dans un univers alternatif ou dans un monde qui vit selon des lois totalement différentes. C'est comme s'il y avait une autre civilisation dans un monde qui se développe sans aucun lien avec la vôtre. Lorsque vous venez ici pour la première fois, beaucoup de choses vous paraissent bizarres. Mais pour moi, Tokyo, c'est le coup de foudre.
Quelle que soit la ruelle empruntée, elle est presque parfaitement propre, car les rues ici sont littéralement lavées et brossées. Même s'il y a très peu de poubelles dans la ville, il ne faut pas jeter les déchets, car on est censé les emporter avec soi. Fumer dans les rues n'est autorisé qu'aux endroits prévus à cet effet. Et le plus intéressant, c'est que tout le monde suit la règle. Des touristes déguisés en Pikachu et en Super Mario se promènent en voiturette dans la ville. À Shibuya, le carrefour le plus fréquenté du monde, qui peut être traversé par des milliers de personnes en même temps. On peut croiser des fans de Freddie Mercury qui se promènent et des jeunes mariés qui prennent des photos. Tout le monde lit des mangas, des bandes dessinées japonaises. Pour les produire, ils utilisent plus de papier que pour l'ensemble du papier hygiénique du pays. Le panneau de commande d'un toilette à chasse d'eau comporte bien plus de boutons que votre téléphone portable. L'électronique est omniprésente. Même les chantiers de construction sont équipés de compteurs de décibels pour ne pas dépasser le niveau de bruit acceptable. Traditionnellement, au Japon, il y a très peu d'espace. Les bâtiments sont assez denses. C'est pourquoi les Japonais économisent l'espace, en particulier les parkings. Tout d'abord, ici, il s'agit d'un parking affleurant. Ensuite, les parkings à 2 étages sont monnaie courante ici. Il existe également des cercles rotatifs spéciaux qui permettent de faire demi-tour. Et voici le summum, les systèmes de stationnement rotatif. La façon dont les Japonais gèrent le manque d'espace laisse parfois perplexe. Voici une route tracée à travers un gratte-ciel. En fait, ce n'est pas à Tokyo, mais à Osaka. D'ailleurs, il y a des gratte-ciel ici, même si environ 1500 tremblements de terre frappent le Japon chaque année. Les distributeurs automatiques constituent un autre élément extrêmement populaire au Japon. Ici, vous en trouverez plus de 5 millions. Elles sont partout, littéralement à chaque étape de votre parcours. Les machines proposent non seulement des boissons chaudes et froides, des jouets, mais vous pouvez également échanger de la monnaie, et même louer un bloc d'alimentation. Comme vous pouvez le constater, ils sont très demandés. La meilleure chose que j'ai trouvée dans les distributeurs automatiques locaux est le thé vert chaud. Il n'est pas trop chaud, juste ce qu'il faut. Parfait. Où était-il tout au long de ma vie? Les prix élevés de la main-d'œuvre et des terrains à Tokyo créent de la demande pour l'installation de distributeurs automatiques. Par exemple, 1 mètre carré dans le prestigieux quartier de Ginza coûte 400 000 $. Donc, si vous voulez ouvrir un petit café, par exemple de 2,5 mètres carrés, vous devez être millionnaire. C'est ce qui explique la popularité des distributeurs automatiques. Et s'il n'y a pas de machine, vous risquez de faire la queue. Et voilà, une file d'attente pour un restaurant. Une file d'attente pour un street food. Une file d'attente pour un café branché. Quant à cette queue, elle vaut la peine d'être expliquée. Et dites, elle est pourquoi cette queue? This is for multicolored sandwich. We're standing all the way from the back there. C'est de la folie! Yeah. D'accord, bonne chance. Si vous êtes entrepreneur et que vous vous sentez perdu, je vous comprends. Les Japonais aiment vraiment ce qui est nouveau et bizarre. Ils sont prêts à faire la queue pendant des heures pour obtenir ce sandwich multicolore. Inutile de dire qu'ils sont désespérément à la recherche d'une mode. Les boutiques chères sont légion à Tokyo. Les Japonais ne sont pas seulement des fashionistas. Leur style leur va à ravir, et ils sont toujours à la hauteur. Un point c'est tout. Pour vous montrer ces frimeurs, nous nous rendons dans un quartier unique. Et maintenant les amis, regardez ceci. Il s'agit d'agents de sécurité qui surveillent la file d'attente dans un magasin de vêtements. Dans le quartier de Harajuku, tout le monde porte des couleurs vives. Une personne sur 3 a l'air d'avoir visité le défilé de mode de Yohji Yamamoto, comme cette fille, qui ressemble à un personnage d'animé. Ce style est appelé kawaii, ce qui signifie mignon. Le rose est de rigueur ici. Les animaux de compagnie sont également souvent aperçus dans les rues de Tokyo. Le
Le Japon compte 22 millions d'animaux domestiques et seulement 17 millions d'enfants de moins de 15 ans. Ici à Tokyo, il est plus facile de voir un chien qu'un bébé. Et trouver une garderie pour chiens à Tokyo est bien plus facile que de trouver une babysitter pour bébé. Au Japon, le secteur des soins aux animaux de compagnie est évalué à environ 10 milliards de dollars. Les magasins pour chiens et chats sont omniprésents. Au Japon, les accessoires pour animaux de compagnie sont même fabriqués par Chanel, Dior et Gucci. Et si vous n'êtes pas en ville, vous pouvez laisser votre animal dans un hôtel spécial. Pour 100 $ par jour. Pour de nombreux Japonais, les animaux de compagnie sont aussi aimés que les enfants. Ils leur achètent des vêtements, les emmènent dans des cafés pour chiens et installent même une petite échelle pour les aider à monter en voiture. Incroyable. Ici, la phrase « tu me traites comme un chien » n'a pas de sens négatif. Ici, traiter quelqu'un comme un chien signifie le plus haut niveau d'attention, de gentillesse et d'amour. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les cafés pour chiens sont si populaires au Japon. Et vous ne le croirez pas, mais les gens font vraiment la queue devant. Vous devez réserver une session à l'avance. Une demi-heure au café vous coûtera environ 10 $. Ici, tout le monde peut caresser un chien, prendre une photo avec lui et participer à une véritable séance de thérapie canine. C'est un plaisir pour les chiens comme pour les visiteurs. Double bénéfice. Aussi cruel que cela puisse paraître, un couple vivant à Tokyo trouvera plus accommodant d'avoir un chien plutôt qu'un bébé. Cette situation a certainement des raisons économiques. La vie à Tokyo est assez coûteuse en raison des taxes et autres dépenses. Dans la société japonaise, il est difficile pour une femme d'avoir un enfant et de garder un emploi. Mais les habitants ont tellement peur de perdre le leur, non seulement pour des raisons financières, mais aussi parce qu'ils sont de véritables bourreaux de travail. En 2011, l'économie japonaise, qui avait été la deuxième du monde pendant 40 ans, a été dépassée par la Chine. Aujourd'hui, ils essayent de rattraper leur retard. Au Japon, les gens travaillent comme des fous, faisant des heures supplémentaires jusqu'à 80 voire 100 heures par mois. Pour que vous compreniez l'ampleur du problème, je dois vous parler d'un mot à la mode, apparu dans la langue japonaise. En 2016, le karoshi a causé environ 200 décès, et il ne s'agit là que des données officielles. Les Japonais n'utilisent généralement que 50% de leur congé annuel, soit 9 à 10 jours par an. Les entreprises forcent l'extinction des lumières à 22 h pour que les travailleurs rentrent chez eux et dorment. Le gouvernement a introduit les Premium Fridays. Cela signifie que chaque dernier vendredi du mois, un employé est autorisé à quitter son travail plus tôt, à 15 h. Et maintenant, qu'en pensez-vous? Combien de salariés ont utilisé cette option? En pourcentage, 4 les amis. Seulement 4%. Les autres ont continué à travailler comme avant. Le terme « travailler » est inapproprié ici. Il s'agit plutôt d'un surmenage, comme c'était le cas auparavant. C'est pourquoi il y a tant de personnes endormies dans le métro de Tokyo. Ils sont terriblement épuisés. Pour être honnête, pendant ma visite, de nombreux Japonais se sont accordés un peu de repos. Et les amis, croyez-moi ou non, mais juste au moment où je suis arrivé au Japon, ce sakura a commencé à fleurir. Bon, d'accord, je plaisante. Évidemment, j'ai planifié mon voyage de manière à me rendre au Japon à peu près à la période de floraison des cerisiers. Et voilà, ils ont fleuri. Laissez-moi vous montrer l'une des principales célébrations hors calendrier au Japon. Le nom de ce grand événement est Tanami. Hanami est une fête de courte durée, qui dure environ 7 à 10 jours. Il faut avoir de la chance pour y arriver à temps et y assister. Chaque année, pour chaque région du Japon, on établit des cartes prévisionnelles distinctes, indiquant la date et le lieu de la floraison des sakuras pour chaque région. Bien entendu, la saison des cerisiers en fleurs ne met pas la vie des Japonais de côté, pas du tout. Mais c'est comme une petite halte pour recharger ses batteries après une journée effrénée au travail. Pour méditer sur l'éternel ou pour admirer le front de mer,
les parcs et les jardins. Certains sont tout bonnement couverts de cerisiers. Et lorsque le soleil se lève et que le ciel passe du gris au bleu, c'est un véritable frisson. J'ai envie d'écrire un haïku. Dommage, c'est pas mon truc. Mais vous pouvez en inventer un dans les commentaires. Oh mon dieu, quel piètre tour de magie. C'est pas grave. Une autre particularité de Hanami est la tradition japonaise qui consiste à se rassembler sous les arbres, à manger, à boire et à s'amuser. Je comprends que maintenant, en regardant ces photos, il est difficile de le croire, mais j'ai pris cette photo un jour de semaine. Et maintenant, laissez-moi vous montrer la foule autour des arbres sakura le week-end. Il y a tellement de monde, c'est l'effervescence. Tout le monde parle. Les gens applaudissent, boivent et s'amusent. Eh bien, waouh, c'est une véritable fête. C'est tellement mignon. Les traditions sont des traditions, bien sûr. Les Japonais enlèvent toujours leurs chaussures lorsqu'ils entrent à l'intérieur. Et même s'il ne s'agit que d'un morceau de bâche bleue bon marché, ils les enlèvent. C'est trop mignon. Regardez ces rangées de chaussures. Une atmosphère si chaleureuse. Et ça, c'est trop cool. L'atmosphère est comme « versez-moi un verre, je vais le boire cul sec ». À ce moment-là, mes batteries de romantisme étaient encore pleines. Mais quelques jours plus tard, l'endroit était bondé comme une boîte de sardines. Et cela ressemblait vraiment à des vacances. Et maintenant les amis, je vais vous montrer la queue qui mène au parc principal des cerisiers en fleurs. Car il y a plus de 1500 arbres sakura ici. Ce parc s'appelle le Jardin National de Shinjuku-Gyoen. Comme vous pouvez le comprendre, ce n'est qu'une partie de la queue. Et l'autre partie est juste hors de vue. Il s'agit de l'une des 4 queues menant uniquement à l'entrée du parc. Je dis simplement que si vous avez l'intention d'aller voir les arbres sakura à Tokyo, préparez-vous à de longues files d'attente et à des foules énormes de gens avec des téléphones portables. Un nouvel endroit que j'ai pu visiter cette fois-ci à Tokyo est le projet Borderless de TeamLab. J'ai dû faire la queue pendant 40 minutes pour juste y arriver et le voir. Mais ça en valait la peine. Le projet est composé d'immenses salles avec des installations lumineuses réalisées par des professionnels. J'en ai vu dans d'autres pays, mais celui-ci est certainement le meilleur. Je pense que l'on peut y passer toute la journée. Il y a beaucoup de pièces différentes, mais j'ai choisi les 2 plus cool pour vous les montrer. La première est une pièce avec des projecteurs. Pour entrer dans le second, il m'a fallu encore 30 minutes de file d'attente. Les Japonais sont tout simplement géniaux en matière de technologie, comme toujours. Regardez les amis, cette fois-ci, j'ai choisi un endroit fantastique appelé Hôtel Capsule. J'en ai testé 4, donc je peux partager mon expérience. Mais je ferai un autre épisode à ce sujet. Et maintenant, j'aimerais vous montrer les appartements dans lesquels vivent non pas des touristes, mais les Japonais eux-mêmes. Masha, que j'ai rencontré par hasard à Tokyo, m'aidera dans cette tâche. Bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de demander une invitation. Waouh! Et ce n'est que le hall d'entrée. En toute honnêteté, je pensais que l'appartement serait un peu plus petit. Le prix d'un tel appartement d'une pièce dans un quartier décent est de 1800 $ par mois. Il n'y a pas de chauffage central dans les appartements japonais, mais ils sont équipés d'une climatisation et d'un chauffage au sol. J'ai vu des baignoires japonaises pour la première fois de ma vie dans l'appartement de Masha. Vous connaissez déjà les toilettes japonaises de haute technologie, mais les baignoires douées de paroles étaient une première pour moi.
Vous réglez la température de l'eau, pas vrai? Да, тут можно выставить температуру воды, и вот 7 минут это она будет набираться. Когда она наберется через 7 минут, она тетенька мне опять скажет, что ванна готова и можете плавать. Une fois de plus, vous remplissez votre baignoire. Puis vous la laissez pendant, disons, 1 heure pour faire quelque chose. Tandis qu'elle maintient automatiquement la température. On en dit quoi, Elon Musk? Comme d'habitude, nous avons parlé du quotidien et Masha m'a montré un livre japonais. Котячих яйца, хотя я ездила на остров котиком. Вот фотографы любят таким заниматься, видите, какие красавцы. Ne vous ai-je pas dit que les Japonais adorent leurs animaux de compagnie? De toutes les manières possibles. D'ailleurs, Masha m'a offert un exemplaire de ce livre. Alors maintenant, je garde cette drôle de chose dans mon studio. Écoutez, je ne suis pas un blogueur culinaire et je vous montre rarement de la nourriture. D'abord, je n'ai pas le temps pour ça. Ensuite, je ne m'intéresse pas tellement à la nourriture. Mais ici, à Tokyo, ce serait péché de ne pas vous montrer de la nourriture. Je vais vous montrer l'un des meilleurs endroits pour manger des ramen à Tokyo et la queue qui y mène. Fantastique. J'ai pensé que je pouvais enfin les manger. Mais non, voilà une deuxième queue. Ça fait déjà maintenant une demi-heure que j'attends. Ce maudit ramen a intérêt à être quelque chose d'incroyable. Voici une machine ordinaire. Vous choisissez une option et insérez de l'argent. Can you help me? C'est fou. Une autre file d'attente, même après avoir obtenu un billet. It's free. Yeah, it's free. Ici, c'est un affichage spécial des places disponibles. Les rouges sont occupés. Il y a beaucoup de places disponibles, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas m'asseoir. Je ne mange toujours pas. Oh. Sorry. Oh wow. Thanks. Dans l'ensemble, cela ressemble à un club informatique pour de vrai. La seule différence est qu'ils mangent des ramen au lieu de battre leurs ennemis dans Counter-Strike. J'avais commandé un ramen sans porc, mais il s'est avéré que les ramen ne peuvent pas se passer de porc. J'ai donc pris un ramen sans tout. Qu'avons-nous donc? J'ai attendu plus d'1 heure juste pour manger des nouilles. Au fait, ces nouilles étaient les plus délicieuses qui soient. Pendant ce temps, je me suis rendu dans le quartier d'Akibara, qui regorge d'enseignes lumineuses et d'appareils électroniques. C'est un repère de joueurs. Ici, vous pouvez littéralement vous plonger dans l'atmosphère des années 90. Le yo-yo est toujours en vie ici. De plus, ils organisent même des championnats de yo-yo. À en juger par les compétences de ce gars, il s'entraîne tous les jours. Les Japonais, de manière générale, adorent les jeux. Vous tombez sur des publicités pour des jeux vidéo à chaque coin de rue. Il n'est pas étonnant que ce soit Tokyo qui est un magasin de jeux rétro. Ce magasin ravive la vieille école. Super Potato? Waouh! Vous pouvez y acheter n'importe quel jeu des années 90. Et là, imaginez, ils vendent des cartouches, nouvelles et scellées. 20 $ l'unité. Et quelqu'un les achète sûrement. Akihabara abrite également un café à chouettes. Ici, tu peux voir différents hiboux amusants et même les caresser. La plupart du temps, les chouettes fixent quelque chose. Mais si vous les appelez « Eh oh, regardez-moi !» ils réagissent. Pour faire court, les hiboux sont trop mignons. Il est 5h30 du matin. Je quitte Tokyo dans 90 minutes. Et comme par hasard, le soleil est sorti. Et le temps est parfait. Alors j'ai pensé que je ne pouvais pas m'empêcher de vous offrir la vue magnifique de Tokyo le matin. Alors...
Une ville incroyable. Vous devriez la visiter au moins une fois dans votre vie. Maintenant, il est temps de voir ce que le Japon est au-delà de Tokyo. Les taxis locaux sont un exemple parfait de cette sensation d'être chez soi. Regardez ça. Magnifique couverture brodée. Faites main. Regardez ça. Et voilà, la pagode. C'est peut-être la pagode japonaise la plus connue et probablement la vue la plus célèbre du Japon. Et le principal symbole du pays se trouve quelque part ici, caché dans les nuages. Voici à quoi ressemble le mont Fuji 260 jours par an. Le voir dans un ciel bleu clair, c'est comme gagner de l'argent à la loterie. Et ce n'est pas mon jour. Autre malheur, les arbres que vous voyez au premier plan sont des sakuras. C'est dommage. Nous sommes à environ 150 km, voire moins, de Tokyo. Mais il fait beaucoup plus froid ici. C'est pour ça que les bourgeons de sakura n'ont pas encore fleuri. Et maintenant, le plus intéressant. Le mont Fuji, également connu sous le nom de Fujiyama, est le sommet le plus sacré du Japon, car c'est le plus haut à environ 3700 mètres. Il s'agit d'un volcan de basse altitude. La dernière éruption remonte à 1700, ce qui a provoqué un énorme badaboom à l'époque. Et ce grand badaboom est une propriété privée. Le sommet appartient à un sanctuaire shintoïste. Ce n'est pas le meilleur atout, pour être honnête. Après avoir pris nos taxis avec des housses de siège pour ne pas salir les sièges arrière avec nos jeans, s'asseoir avec des sièges blancs comme neige au Japon, c'est comme... What? Alors que nous sommes en route pour l'hôtel, j'ai décidé de visiter un autre endroit. Cette chose a été inventée par les Japonais. Ce système existe également dans d'autres pays, mais c'est au Japon qu'il a été le mieux mis en œuvre. Et j'ai trouvé que c'était du génie lorsque je l'ai vu pour la première fois. Fini les spoilers. Regardez ça, c'est dingue. Il suffit d'écouter. Applaudissez. Nous allons maintenant faire demi-tour et l'écouter une dernière fois. Le plus cool, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une attraction, mais d'un dispositif de limitation de vitesse. En effet, la mélodie n'est audible qu'à une vitesse de 40 à 45 km/h. Plus vous roulez vite, plus le son est faible. Ce truc génial a été inventé par un Japonais. Il était conducteur d'une excavatrice et a accidentellement éraflé la route avec une pelle. Il s'est rendu compte que la route émettait un son lorsqu'il la parcourait. Cette route mélodique est simplement un marquage sur la surface de la route, coupé à des intervalles différents les uns les autres. C'est tout. Simple, mais génial. Bravo le Japon! Si vous entendez une voix faible, sachez que dans les petites villes du Japon, du moins celles où je suis allé, par exemple à Fukushima, il y a beaucoup de haut-parleurs. D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un système d'alerte aux tremblements de terre et aux tsunamis, qui se produisent jusqu'à 1500 fois par an. Et voilà, c'est tellement fort que toute la ville peut l'entendre. Je me suis rapidement enregistré dans un hôtel local où j'allais passer la nuit. Voici la vue depuis la fenêtre. Comme vous l'avez déjà compris, prendre un taxi au Japon est trop cher.
J'ai donc dû emprunter un moyen de transport moins confortable que l'hôtel m'a proposé gratuitement. Il a commencé à neiger. Tant de choses à propos du Sakura. Comme tous ces vélos sont conçus pour les Japonais qui sont moins grands, il est impossible de remonter la selle encore plus haut. J'ai l'impression d'être un vrai cinglé en conduisant ce vélo. Mes genoux touchent presque mes oreilles. En général, il m'a fallu près de 2 heures pour arriver à cette forêt. Vous l'avez peut-être deviné, ce n'est pas une forêt habituelle. Elle s'appelle Aokigahara en japonais. Mais vous connaissez sans doute son autre nom. Cet endroit est le 2e site au monde où l'on se suicide le plus, après le Golden Gate Bridge de San Francisco. Des membres d'un service public spécialisé parcourent la forêt à la recherche de corps. Et ils en trouvent régulièrement. Heureusement, beaucoup de gens viennent ici, campent quelques jours, réfléchissent à la vie et à la mort, puis repartent. Et bien sûr, c'est une bonne chose. Ils y laissent leur tente et quelques affaires personnelles. Il y a beaucoup de ces choses dans la forêt. Il me semble avoir vu une tente. Je veux vérifier s'il s'agit d'une tente ou d'autre chose. Cet endroit est vraiment lugubre, mais c'est peut-être à cause du temps. Alors que je m'approchais de la forêt, j'ai vu une voiture. Elle a peut-être été victime d'un accident de voiture, ou quelqu'un l'a oubliée. Les gens y laissent souvent leur voiture. Ceux qui viennent ici sans avoir l'intention de rentrer abandonnent leur voiture ici même. Je ne sais pas, c'est peut-être le cas de cette voiture. J'irai bien plus loin dans la forêt, mais la neige s'épaissit. Il fait beaucoup plus froid et il fait nuit dans 1 heure. Alors, sortons d'ici. Mon Dieu! Comment suis-je censé revenir? Lorsque l'on voit des gens fêter la neige, on se rend compte que quelque chose ne va pas dans notre pays. Alors les amis, ça craint vraiment. Je viens d'essayer de déverrouiller mon téléphone avec l'identification faciale et après 30 secondes, j'ai réalisé que c'était une mauvaise idée. Même moi, je ne me reconnaîtrai pas maintenant. Il a neigé toute la nuit. Mais au matin, le ciel était absolument dégagé. Cela signifie que j'ai eu la chance de découvrir le mont Fuji, l'un des 70 jours de l'année où il n'est pas caché par des nuages. Et bien sûr, j'en ai profité. J'ai eu les mains gelées. Il fait 2 degrés Celsius en dessous de 0 le matin. Tout ce qui se trouve aux alentours a été enneigé pendant la nuit. Mais ça en valait la peine. Cette montagne paisible que vous avez vue des milliers de fois en photo, avec le ciel bleu en arrière-plan, est hypnotisante. Je l'ai regardée en attendant une voiture, puis en allant à la gare, et même en attendant un bus. Fuji s'est trop accroché à moi. Mais je devais continuer à bouger pour vous montrer un autre Japon. Il est temps de visiter la 2e capitale du Japon, c'est-à-dire l'ancienne capitale, appelée Kyoto. Kyoto est l'exact opposé de Tokyo. Ici, pas de gratte-ciel ni de rythme effréné de la capitale.
C'est le Japon traditionnel que beaucoup d'entre nous connaissent par les livres et les films d'Akira Kurosawa. Kyoto, où que l'on regarde, il y a un temple. On en trouve plus de 2000 ici. Même une semaine entière ne suffirait pas pour tous les visiter. On y trouve également de nombreux bâtiments japonais classiques, datant de plusieurs siècles, et ils sont tous en parfait état. C'est un miracle que tous ces chefs-d'œuvre architecturaux aient survécu jusqu'à aujourd'hui, car Kyoto figurait en tête de liste des villes sur lesquelles les États-Unis prévoyaient de larguer des bombes nucléaires. Mais le conseiller de la commission américaine responsable de la liste ayant passé sa lune de miel à Kyoto, il a décidé de retirer Kyoto de la liste des bombardements et d'y rajouter Nagasaki. C'est ainsi que Kyoto a évité un sort aussi terrible. Et aujourd'hui, tout le monde peut avoir un aperçu du Japon traditionnel à Kyoto. Les rues y sont remplies de jeunes filles en kimono. En outre, environ 300 geishas y travaillent encore. Il y a des quartiers anciens et les arbres sakura locaux fleurissent probablement de manière encore plus spectaculaire qu'à Tokyo. Si vous voulez ressentir l'esprit du Japon d'antan, rendez-vous à Kyoto. J'aimerais vous montrer deux endroits magnifiques à Kyoto. On se dirige vers l'un d'eux en suivant ces modestes japonaises en kimono. Le bambou peut croître de quelques centimètres en 1 heure. Même si ce bosquet n'est pas très ancien, on y marche toujours la tête levée vers le ciel. De plus, le bambou émet un bruit spécifique et se balance souvent. Il suffit d'écouter. J'ai dû me lever très tôt le matin pour vous montrer l'endroit suivant. C'est l'un des temples les plus célèbres de Kyoto. J'ai demandé le bonheur et la richesse pour nous tous, mais mon écriture est un peu nulle, alors je m'excuse d'avance. J'ai décidé de clore le chapitre de Kyoto sur des tatamis et dans des intérieurs traditionnels. Le ryokan est un type de maison japonaise traditionnelle. Celle-ci a été adaptée pour devenir un hôtel. Je reste ici aujourd'hui. Please change your shoes. Arigato. Tatami. Tatami. Arigato. Arigato. Les Japonais sont tellement gentils. Voyons donc ce que nous avons ici.
C'est bizarre de voir un centre commercial depuis la fenêtre d'un hôtel japonais traditionnel. Mais il s'agit d'un hôtel japonais moderne. Je pense que ce sera le commentaire le plus court que j'ai jamais donné sur un pays. Votre première visite au Japon est inoubliable. Tous mes amis qui ont visité le pays m'ont dit que la première fois, on a l'impression d'être au pays des merveilles. Ce sont les émotions d'une vie. Il serait bon que vous ajoutiez le Japon à votre liste de voyages. C'est un pays absolument merveilleux et étonnant. Il est vraiment fascinant. Chaque pas que vous y faites vous émerveille. J'espère que cet épisode vous a appris quelque chose d'intéressant, quelque chose que vous ne saviez pas sur le Japon. Finalement, après avoir visité le Japon pour la 3e fois, je me rends compte que cette fois-ci n'est pas la dernière. Ce pays a certainement plus à montrer. Et comme d'habitude, ça va au-delà des villes. Kampai. Voyagez. Le jeu en vaut la chandelle. Et buvez du thé vert. Il est particulièrement savoureux au Japon. Arigato.